La médiatrice européenne estime que la Commission européenne a fait preuve de mauvaise administration en refusant de transmettre les textos envoyés par sa présidente. L'Agence européenne des médicaments valide la mise sur le marché du Paxlovid, un traitement antiviral oral pour lutter contre le Covid-19. Après une récession historique, l'embellie de l'économie française s'est confirmée en 2021 avec une hausse de 7% du PIB, l'une des plus fortes croissances de la zone euro. Daniil Medvedev s'est qualifié pour la finale de l'Open d'Australie en battant Stefano Tsitsipas en demi. En finale, le Russe affrontera Rafael Nadal qui vise un 21e titre en Grand Chelem. La médiatrice européenne accuse la Commission européenne de mauvaise administration et de manque de transparence. L'affaire est née à partir de textos échangés entre la présidente de l'institution et le directeur général de l'entreprise pharmaceutique Pfizer dans le cadre des négociations d'achat de vaccins contre le Covid-19. Un journaliste a demandé à avoir accès à ces messages. La Commission a bien transmis des documents, mais sans fournir les SMS demandés, car elle estime que ces textos ne relèvent pas d'un format pertinent. Les règles de la Commission, autant que je le sache, ne disent pas qu'il faut conserver tel ou tel type de moyens de communication. Elles disent qu'il faut enregistrer des documents, ce qui est considéré comme un document, quel que soit le support, dès lors que ceci est quelque chose de nature substantielle lié aux politiques de la Commission européenne. Mais ça ne veut absolument pas dire que chaque SMS, WhatsApp, etc., qui est envoyé doivent être conservés. L'enquête de la médiatrice souligne que la Commission n'a pas demandé aux membres du cabinet de la présidente de rechercher explicitement ces textos. Pour l'eurodéputée Sophie in 't Veld, la position de l'institution n'est pas en ligne avec l'esprit de transparence requis. Vous n'avez pas besoin d'être un avocat pour vous rendre compte que c'est une interprétation inadaptée. Cela ne correspond pas aux règles. Et ce que je trouve le plus choquant et le plus inquiétant, c'est l'absence complète de toute forme de réaction du Parlement européen. Car cela ne devrait pas poser problème seulement à un eurodéputé ou à un militant ou à un journaliste. Cela relève de l'obligation des traités, de l'obligation démocratique de transparence à l'égard des citoyens, de responsabilité. Le porte-parole de la Commission européenne assure que l'institution apportera sa réponse en temps et en heure avant la fin du mois d'avril. L'Union européenne va pouvoir accueillir son premier antiviral oral pour lutter contre le Covid-19. L'Agence européenne des médicaments vient d'autoriser la mise sur le marché du Paxlovid, un traitement développé par le laboratoire Pfizer. Elle recommande toutefois son utilisation pour les personnes ne présentant pas d'insuffisance respiratoire et qui ont un risque accru que la maladie se développe. L'Italie, l'Allemagne ou encore la Belgique ont déjà passé commande, tandis que les États-Unis, le Canada ou encore Israël l'ont déjà approuvé. Les scientifiques indiquent que le Paxlovid devrait être aussi efficace contre l'Omicron. Une bonne nouvelle pour l'Europe frappée de plein fouet par ce variant, dont la Roumanie qui compte 730 patients en soins intensifs. Par manque de lits, certains hôpitaux aimeraient que les malades puissent être transférés. En Russie, la situation n'est guère mieux. Le nombre d'enfants hospitalisés inquiète les autorités. À Moscou, il a été multiplié par 10 ces dernières semaines. En réaction, le ministère des Urgences a déployé du personnel afin de désinfecter la gare de Leningrad, dans la capitale. 32 000 infections au Covid-19 ont été recensées en Ukraine, un record depuis le début de l'épidémie dans le pays. Au total, 154 personnes sont mortes ces dernières 24 heures, portant le bilan à près de 100 000 morts. La Serbie dépensera cette année près d'un demi-milliard d'euros en armes et en équipements militaires. Des armes modernes comme ce système de missiles anti-chars russes Kornet. Pour le gouvernement, il ne s'agit pas de faire face à de nouvelles menaces, mais d'adapter et de moderniser sa défense. La Serbie ne constitue une menace pour personne. Elle s'arme dans la dynamique nécessaire pour que les unités de l'armée soient capables de défendre le pays. Nous observons également ce que font les autres. Pour nous, il ne s'agit pas d'une course aux armements. Nous investissons autant que nous le jugeons nécessaire pour notre pays.
De nombreux pays des Balkans suivent la même voie et renouvellent leur armée. L'expert militaire Igor Tabak l'explique par un nouveau contexte géopolitique. La Hongrie achète plus d'équipements militaires que l'ensemble de l'ex-Yougoslavie réunie. La Bulgarie et la Roumanie se modernisent très activement. Ce sont tous des éléments à garder à l'esprit également. En outre, je pense qu'il y a une autre chose qui doit être soulignée. Tous ces pays autour de la Serbie se trouvent dans un contexte fondamentalement différent. La Croatie, la Slovénie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, tous font partie de l'OTAN et certains sont dans l'Union européenne. La Croatie, la Bosnie et le Kosovo entendent également moderniser leur armée. Alors peut-on parler de course aux armements 3 décennies après la guerre dans les Balkans? Je crois qu'il n'y a pas de course aux armements pour 2 raisons. Premièrement, tous les pays de l'ex-Yougoslavie ont essentiellement le même problème. Ils basent leur équipement militaire sur la technique de l'armée populaire yougoslave. Le temps a fait son œuvre. Les concepts de guerre ont changé. Certains équipements ne sont plus à jour. Il faut se procurer de nouvelles armes. Il n'y avait pas de drones avant, maintenant vous devez en avoir. Selon une enquête réalisée par le Centre de Belgrade pour la politique de sécurité, 40% des citoyens pensent que l'armée est bien équipée, soit le double d'il y a 10 ans. 2 tiers des personnes interrogées estiment qu'il faudrait dépenser encore plus pour la défense du pays. L'économie française poursuit son embellie. Après une année 2020 marquée par des confinements stricts, la croissance du PIB est revenue en 2021 et a même atteint plus 7% sur l'ensemble de l'année, du jamais vu depuis 52 ans. Les chiffres de l'INSEE, l'Institut français de la statistique, sont parmi les meilleurs de la zone euro. À titre de comparaison, le PIB espagnol a progressé de 5%, celui de l'Allemagne augmente de seulement 1,4%, après avoir toutefois connu en 2020 un repli moins prononcé que ses voisins. Le rebond de l'économie française en 2021 intervient après la récession record enregistrée durant la première année de la pandémie, quand le PIB avait chuté de près de 8%. Il fallait revenir 11 ans plus tôt, l'année suivant la crise financière, pour retrouver la trace d'une croissance négative en France, certes moins prononcée. Toutefois, 2021 n'a pas marqué totalement un retour à la normale pour l'économie française, rappelle l'INSEE, la première partie de l'année ayant encore été marquée par d'importantes restrictions sanitaires. La consommation des ménages n'a renoué avec son niveau d'avant-crise qu'en fin d'année. La croissance a été particulièrement portée par la forte progression de la production de biens et services. Enfin, le commerce extérieur a aussi contribué à cette embellie, bien que légèrement. Les exportations et importations restent nettement inférieures à leur niveau d'avant-crise. Un tableau du maître de la Renaissance italienne Sandro Botticelli vient d'être vendu à plus de 40 millions d'euros à New York. Pendant 7 minutes, 2 acheteurs se sont arrachés le Christ en tant qu'homme de douleur, l'une des dernières œuvres de l'artiste. Selon la maison de vente aux enchères Sotheby's, il s'agit du 3e tableau le plus cher vendu aux enchères pour un peintre de la Renaissance. Une baleine blessée s'est échouée ce vendredi sur une plage au sud d'Athènes, un événement plutôt rare dans cette région. Le mammifère présente une blessure au museau qui pourrait avoir été causée par l'hélice d'un bateau. Des images de la télévision montraient un vétérinaire prélevant un échantillon de sang du cétacé qui bougeait faiblement la queue dans l'eau. Il s'agit d'une baleine dite bec de Cuvier, une espèce de taille moyenne pouvant atteindre 7 mètres de long. Les océanographes pensent qu'elle pourrait s'être perdue. Ils mettent en cause la destruction de leur habitat en raison des recherches sismiques en cours sur les hydrocarbures dans le golfe de Kyparissia, dans le Péloponnèse. Rafael Nadal n'est plus qu'à une marche de la quête absolue, le record de titres en Grand Chelem. L'Espagnol, qui en compte 20 comme Roger Federer et Novak Djokovic, pourrait en obtenir un 21e ce dimanche à l'occasion de la finale de l'Open d'Australie. Pour en arriver là, il s'est débarrassé du colosse italien Matteo Berrettini en 4 manches, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. En finale, Nadal affrontera le Russe Daniil Medvedev. Le numéro 2 mondial a éliminé le Grec Stefanos Tsitsipas en 5-7 au cours d'un match spectaculaire et tendu. Medvedev, finaliste l'an dernier à Melbourne et vainqueur du dernier US Open, peut devenir ce dimanche le premier joueur à remporter coup sur coup ses 2 premiers titres du Grand Chelem.